Madame, Monsieur, bonsoir. Après 51 jours d'expectatives, de consultations ardues et de flou politique, la France a un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a tranché. Gabriel Attal passe le flambeau à Michel Barnier. Ou comment passer du plus jeune Premier ministre au doyen de l'histoire des Premiers ministres de la Ve République. On le voit ici, ce sont les images de passation qui se sont passées donc en fin d'après-midi. Aujourd'hui, âgé de 73 ans et membre du parti de droite Les Républicains, avant Matignon, Michel Barnier a occupé de nombreuses fonctions politiques, dont sénateur, député et député européen. Mais sans surprise, sa nomination a provoqué une avalanche de réactions à droite comme à gauche, notamment et surtout à gauche. Du coup, quelques questions s'imposent. Quels sont les scénarios plausibles avec une Assemblée nationale divisée ? Jean-Luc Mélenchon appelle à la mobilisation la plus puissante que possible pour le vendredi 7 septembre. Comment Michel Barnier, dont l'habilité politique et le sens du compromis sont reconnus, peut éviter la censure à l'Assemblée et surtout à la veille d'importants votes? À quoi pourrait ressembler le prochain gouvernement français? Pour répondre à ces questions, je reçois d'abord depuis Paris mon confrère éditorialiste Mustapha Tossa. Bonsoir Mustapha et merci de vous joindre à nous. Bonsoir Khadija. Et avec nous, cette fois, on va plutôt vers le sud-ouest de la France, à Saint-Jean-de-Luz. Emmanuel Dupuis se joint à nous depuis cette ville française. Bonsoir Emmanuel Dupuis et bienvenue à vous également. Bonsoir Khadija. Cette émission, Bonsoir, je rappelle Moustapha. que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. D'abord, pour connaître le personnage qui est Michel Barnier, Mustapha Tossa, son âge, son expérience, la France aujourd'hui a-t-elle besoin d'un homme d'État qu'on connaît peu finalement? En fait, oui, comme vous l'avez déjà souligné, la France passe du plus jeune Premier ministre, Gabriel Attal, à un Premier ministre qui a déjà fait son temps. Il est âgé de 73 ans. Et il est considéré comme une vieille figure de la politique française. Il est connu que dans la mémoire politique française comme l'homme ou le grand négociateur français qui avait joué un rôle important dans l'opération Brexit. Et comme vous le savez, cette opération avait duré des années et a été couronnée par le divorce de la Grande-Bretagne avec l'Union européenne. C'était une opération très dure et Michel Barnier avait joué un rôle important dans l'organisation de ce divorce. Il a été ministre, c'est un gaulliste de droite, c'est un républicain qui fait partie des républicains. Il se définit comme un gaulliste social. Qu'est-ce que cela veut dire ? Oui, un gaulliste social, c'est quelqu'un qui est de droite, qui est républicain, mais qui n'adhère pas à la libéralisation sauvage des marchés et que pour lui, pour que l'économie marche et fonctionne, il faut prendre en considération les besoins de la société, que ce soit en termes de services publics ou en termes de droits sociaux. Donc c'est ça le gaullisme social et ça a été incarné dans l'histoire récente de la République, la Ve République, par un homme par exemple que beaucoup de Marocains connaissent, qui est Philippe Séguin. Qui a incarné cette sensibilité. Alors, pour vous dire la vérité, personne ne s'attendait à ce que Michel Barnier soit choisi par Emmanuel Macron. Il y avait beaucoup de noms qui circulaient, il y avait beaucoup de consultations. Michel Barnier, c'est vrai, figurait sur la liste, mais il ne figurait pas en tant que favori. Maintenant, toute la question est de savoir quelle est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a été... C'était la question que j'allais vous poser, Mustapha Tossa. C'est-à-dire quelles sont, peut-être pas la raison, mais quelles sont... peut-être les qualités dont dispose ce nouveau Premier ministre, Michel Barnier, qui ont pu jouer en sa faveur. Ou peut-être qui a porté le plaidoyer pour que le président, qui aurait pu en tout cas porter le plaidoyer pour qu'Emmanuel Macron finalement choisisse cette personne en particulier et pas les autres. Alors, la théorie qui circule en ce moment dans les médias français et chez la galaxie des commentateurs politiques, c'est que Michel Barnier, contrairement à Xavier Bertrand, a reçu l'aval et la bénédiction du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Parce que l'obsession d'Emmanuel Macron était
de choisir un Premier ministre et qui soit censuré dans la semaine ou dans le mois qui vient par une forme d'alliance entre la gauche et le Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors les noms qui avaient été proposés, notamment l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve de François Hollande, n'avaient pas eu le soutien massif des socialistes et de la gauche. Oui. Et puis le nom d'un autre républicain, Xavier Bertrand, il a été rejeté, mais violemment rejeté par Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui ont menacé Emmanuel Macron de le censurer dès la première semaine. Alors l'homme de droite qui a réussi cette assurance, cette garantie de ne pas être censuré tout de suite, c'est Michel Barnier. Et on peut dire que Michel Barnier doit son poste de Premier ministre à cette promesse formulée par le Rassemblement national qui dispose d'un groupe massif au Parlement, de ne pas le censurer dès le départ, mais d'attendre un petit peu, d'écouter son discours de politique générale. Et évidemment, là, on nage en plein délire selon la gauche. Voilà. Bon, on nage en plein délire. Alors, justement, pour rester, j'aimerais bien interpeller Emmanuel Dupuis sur une question qui est vraiment centrale. Bien sûr, la gauche a réagi immédiatement après cette nomination, refusant catégoriquement d'accepter cette nomination de Michel Barnier. Que dit la Constitution française par rapport à la nomination du Premier ministre et notamment du parti auquel appartient ce Premier ministre? Qu'est-ce qui a pu aussi motiver, selon vous, le président Emmanuel Macron de nommer un député, ou plutôt un membre d'un parti qui a finalement récolté très peu de voix lors des dernières législatives? C'est précisément ce dont il est question aujourd'hui, puisque pour la première fois, un président ne respecte pas l'esprit de la Constitution qui voudrait que le premier parti puisse désigner, proposer un Premier ministre. Le premier parti, en tant que force politique, rassemblement, le nouveau Front populaire, avec ses quelques 190 députés, ou le parti qui est arrivé en tête, puisqu'il faut l'évoquer, le Rassemblement national, avec ses 126 députés. Et vous avez raison de rappeler que Michel Barnier est issu d'un parti politique qui est arrivé 5e, 6% des voix, avec seulement, les chiffres sont hélas ténus, 47 députés. Donc on ne peut pas dire que selon l'esprit de la Constitution, le Premier ministre est nommé le parti qui a gagné les dernières élections législatives anticipées. Néanmoins, ce dont il est question ici n'est pas du tout conforme à une forme de normalité, puisque depuis l'élection législative anticipée, suite à la dissolution, suite dans la foulée de la perte de majorité à l'occasion des élections européennes, le président Emmanuel Macron est forcé de constater qu'il n'a plus de majorité. Et il faut donc en constituer une nouvelle. Il faut constituer une nouvelle en cherchant des forces politiques qui ne sont pas forcément dans la même tonalité, dans la même continuité politique que la précédente mandature, les quelques 8 mois de la primature de Gabriel Attal, puisque vous montrez les images de la passation de pouvoir. L'esprit de la Constitution néanmoins précise qu'il ne faut évidemment pas que le Premier ministre soit censuré, enfin il peut être censuré, pardon, mais il faut que cette motion de censure soit minoritaire. Alors, je vais briser quelques espoirs. Il y aura forcément une motion de censure. Elle a déjà été promise par le Parti socialiste, elle est prête à être déposée par les Insoumis et évidemment soutenue par le Parti communiste et les Verts, si j'en crois Madame Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Écologie Les Verts. Néanmoins, l'esprit de la Constitution ou le respect de la Constitution est simple. Une motion de censure, selon l'article 49 alinéa 2, doit récolter 289 députés, une majorité, pour censurer et faire chuter le gouvernement. Il y a eu de multiples tentatives durant la Ve République, une seule a réussi. Il faut revenir à précisément 62, le 5 octobre 1962 pour être exact, où le gouvernement de Georges Pompidou a été donc censuré, obligeant le Premier ministre qui était Georges Pompidou à l'époque de démissionner. Donc il y aura sans doute une motion de censure, pour l'instant, avec le soutien tacite, implicite, pour être plus précis, du Rassemblement national, si on en croit Jordan Bardella, si on en croit Marine Le Pen, ou si l'on en croit Sébastien Chenu, le vice-président, pour l'instant, doit être corroboré par ce que dira le nouveau Premier ministre à l'occasion de son discours de politique générale, avec là aussi une difficulté supplémentaire. Le président a la possibilité de convoquer une session extraordinaire du Parlement, car sinon, il faudra attendre le 1er octobre
pour que le premier mardi, c'est de nouveau selon l'esprit, le respect de la Constitution d'octobre 1958, le Parlement reprend ses travaux le premier mardi du mois d'octobre, donc le 1er octobre. Donc le 1er octobre, mais en attendant, bon, effectivement, on va revenir peut-être avec vous, Mustapha Tossa, sur les réactions, d'abord à droite. Jordan Bardella appelle et exige le respect des 11 millions d'électeurs du RN, les 11 millions de Français qui ont voté pour le RN. Que signifie ce respect? Et il dit attendre le discours politique de Michel Barnier. Pensez-vous que ce gaulliste social puisse peut-être faire un virage un peu à droite, notamment sur le dossier de l'immigration, et puis qu'il avait défendu il y a quelques années aussi, afin qu'il puisse avoir l'appui, le soutien et donc intrinsèquement les voix du RN à l'Assemblée nationale? Oui, oui, c'est vrai, Khadija, mais permets-moi d'abord juste d'ajouter une petite information à ce que vient de dire Emmanuel Dupuy sur la session extraordinaire du Parlement qui doit se tenir. Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée, a adressé un message officiel au président de la République, lui demandant d'appeler à l'organisation de cette session extraordinaire qui devrait avoir lieu dans les prochains jours pour que justement Michel Barnier puisse formuler et exprimer son discours de politique générale. Alors, pour revenir à l'extrême droite, quand j'ai entendu les déclarations de Marine Le Pen et de ses lieutenants dans les télévisions françaises, ce qui apparaît, c'est qu'ils ont retenu que Michel Barnier est un homme qui est capable de les considérer comme un parti normal, de leur parler avec respect, avec considération et de reconnaître qu'ils sont une force incontournable au Parlement. Ce que les autres candidats, comme Xavier Bertrand, qu'oppose une bagarre historique avec Marine Le Pen et l'extrême droite, ne pouvaient pas garantir. Donc, alors, cette extrême droite, bien sûr, elle pourra, comme l'a souligné Emmanuel Dupuy, censurer évidemment le gouvernement de Michel Barnier, mais elle a dit qu'elle jugera sur pièce. Et gageons que Michel Barnier n'est pas homme à prononcer ou à formuler des propositions qui vont hérisser le Rassemblement national et l'extrême droite pour les pousser à s'allier avec la gauche pour cette motion de censure. Parce que même quand on veut faire de l'arithmétique, pour qu'une motion de censure marche contre Michel Barnier, il faut que les deux extrêmes, il faut que la gauche, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national puissent voter comme un seul homme. Oui. Et justement, sur ce défi-là, Emmanuel Macron est en train de miser sur le fait que jamais ces forces ne pourront s'entendre sur un agenda, sur une stratégie. D'autant plus que si, justement, Mustapha Tossa, d'autant plus que si effectivement, comme vous l'aviez évoqué au tout début de cette émission, le Rassemblement national a eu, je mets vraiment cette expression entre guillemets, son mot à dire dans la nomination du nouveau Premier ministre, il est certain qu'il pourrait, le président Emmanuel Macron et donc par ricochet son Premier ministre, il pourrait jouir de l'alignement finalement du Rassemblement national. Est-ce que cela aussi implique que ce prochain gouvernement Barnier pour le coup, pourrait être composé de membres du RN? Alors, les membres du RN, pour le moment, cette hypothèse, personne ne l'évoque. Parce que des membres de RN au gouvernement, ça veut dire qu'on est rentré dans une coalition contre nature, entre guillemets, et ça peut apparaître comme un faux pas du gouvernement. Cette hypothèse, personne ne l'évoque. Bon, en même temps, en termes de surprises, ce ne sont pas les surprises qui manquent depuis 3 mois, depuis la dissolution de cette Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Mais aller jusqu'à proposer à des personnalités de l'extrême droite qu'on a combattu pendant les élections législatives en érigeant un front républicain,
à les intégrer dans un gouvernement. Il y a de la marge. Et je ne crois pas que ce soit l'objectif ni la stratégie aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier. Par contre, moi j'ai assisté tout à l'heure au discours de passation entre Gabriel Attal et Michel Barnier sur le perron de Matignon. Il y avait une espèce de passe d'armes assez glaciale entre les deux hommes. L'un parlant des projets qu'il a laissés sur le bureau de Michel Barnier, comme s'il lui décrivait une sorte de feuille de route, et avec un discours qui était trop long par rapport à la circonstance. Et la réponse de Michel Barnier, c'est de dire que maintenant le temps est venu d'agir et non pas de parler. Et dans le discours de Michel Barnier, il y avait des mots qui ont été utilisés parce qu'ils sont très bien aux oreilles de Marine Le Pen et de Jordan Bardella quand il insiste sur la sécurité, sur l'arrêt de l'immigration, sur beaucoup de choses, sur les zones rurales qui souffrent d'un manque de services publics. Ce sont ces thématiques-là sur lesquelles le Rassemblement national avait fait son beurre et qui lui a permis et qui lui a autorisé ces victoires. Donc, Michel Barnier aussi a adopté une forme de musique qui plaît jusqu'à présent à l'extrême droite. Alors, comment il va traduire ses prises de position dans son discours de politique générale, justement pour éviter la censure et pour justement arracher ce compagnonnage de l'extrême droite pendant je ne sais pas combien de mois, peut-être jusqu'à juin prochain, le mois où Emmanuel Macron pourra reprendre son droit constitutionnel de dissoudre l'Assemblée. Une nouvelle dissolution, quand même, nous ne le souhaitons pas. En tout cas, effectivement, c'est inédit aussi dans l'histoire de la Ve République, Emmanuel Dupuis. Jamais l'Assemblée nationale n'a été autant divisée. 11 groupes. Mais là, on le sent. Il y a une division aussi au sein de ce nouveau Front populaire, notamment avec LFI et son Jean-Luc Mélenchon, qui parle d'une élection volée au peuple français, qui appelle à la mobilisation la plus puissante que possible. Pareil pour le PS, mais on l'a vu, ce nouveau Front populaire n'a pas accepté Bernard Cazeneuve, en tout cas, même si ce n'a pas été clairement exprimé, mais en tout cas, voilà, la candidature, on va dire, pour Premier ministre de Bernard Cazeneuve, n'a pas été totalement validée. Pourquoi est-ce que, finalement, ce nouveau Front populaire ne réussit pas, contrairement au slogan, de s'unir vraiment ? Comme l'a dit Jérôme Guedj, il faut démélenchoniser le nouveau Front populaire. La question est posée très simplement. Le nouveau Front populaire a été créé comme une coalition politique pour gagner les élections législatives, ce qu'il a partiellement fait, et comme corollaire, pour battre le Rassemblement national, ce qui est une résultante de cela. Mais ce n'est pas une force politique unifiée. Et d'ailleurs, toutes les forces politiques qui composent le nouveau Front populaire ne sont pas toutes unitaires. Regardez les positions au sein du PS. On l'a vu à l'occasion des journées parlementaires du PS à Blois, où deux fronts se sont affrontés, un front pragmatique, social-démocrate, qui, je le rappelle, sera sans doute prompt, éventuellement pour certains d'entre eux, à soutenir, ou du moins à ne pas censurer, le futur gouvernement de Michel Barnier. Et puis, une ligne plus dure, qui est incarnée par le premier secrétaire Olivier Faure, qui a d'ores et déjà dit que Michel Barnier serait censuré par le Parti socialiste, c'est un communiqué officiel. Que ce soit au sein du Parti socialiste ou au sein du Parti communiste. J'ai bien entendu ce matin Fabien Roussel dire que le Parti communiste allait voter en son âme et conscience et que rien ne serait dicté par le nouveau Front populaire, donnant l'impression qu'il y a une autre ligne de fracture entre ceux qui veulent que la confrontation se fasse en dehors du Parlement, à travers des manifestations, à travers une mobilisation populaire, syndicale, estudiantine, un rapport de force politique et non plus au Parlement. Et c'est là, évidemment, une autre fracture auquel devra faire face Michel Barnier. Mais pour revenir à la manière dont la passation de pouvoir s'est faite, c'est vrai que le ton était très glacial, mais il faut retenir un autre élément, c'est que ni l'un ni l'autre n'a évoqué le nom d'Emmanuel Macron, dont ils tiennent leur légitimité selon la Constitution. Que ce soit Gabriel Attal nommé il y a 8 mois, plus jeune Premier ministre, ou que ce soit Michel Barnier nommé hier soir, vraisemblablement. Pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important? Est-ce que c'est une reconnaissance? C'est une gratitude? Pourquoi? Oui. C'est particulièrement important, ça confirme qu'on est en cohabitation.
et que la politique qui sera menée par le Premier ministre ne sera pas la politique de continuation de Gabriel Attal. Ça a été rappelé par Moustapha, le ton assez comminatoire de Gabriel Attal en évoquant un certain nombre de lois qui étaient sur le bureau du Premier ministre ont été d'une certaine façon balayées d'un revers de main, car Michel Barnier arrive avec son agenda. Oui. Cet agenda qui est résumé en 3 mots qu'il a évoqués. Le respect des minorités, le respect des populations qui souffrent, notamment celles qui souffrent le plus, c'est-à-dire celles qui sont en dehors des espaces urbains. Il a mentionné la ruralité, qui est un sujet sur lequel il a toujours travaillé en tant que député, président du Conseil général de Savoie et évidemment ministre de l'Agriculture et de l'Environnement. Deuxième élément, tout ce qui est l'autorité. Il faut se rappeler que Michel Barnier va sans doute appliquer le programme qu'il avait proposé quand il a été candidat à la primaire des Républicains en 2021. Il a appelé à l'époque un choc de sécurité, ou un électrochoc de sécurité, avec la multiplication des places de prison, les 20 000 places de prison qu'il a proposées. Voilà un sujet qui va mettre en exergue, qui n'est pas forcément celui que l'actuel garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a validé. Deuxième élément, la question de la migration, vous l'avez évoqué. Le troisième mot a été répété avec insistance par Michel Barnier, c'est la maîtrise du phénomène migratoire. On se souvient qu'à l'occasion du programme qu'il avait pris pour sien en 2021, il y a évidemment un moratoire de 3 à 5 ans sur les migrations et bien évidemment la possibilité qu'il y ait un référendum sur cette question ou dernier point, mais qui est un point très clivant, mais qu'il va sans doute être, je cite, obligé de valider ou en tout cas de mettre dans le débat public pour obtenir le soutien tacite du Rassemblement national, une proposition qui avait fait grand bruit à l'époque, l'application de la double peine pour les délinquants étrangers. Voilà quelques sujets qui sont clivants et donc ça confirme ce qui m'a semblé devoir être retenu dans la passation de pouvoir, une passation glaciale dans laquelle Gabriel Attal a voulu se mettre en scène, a voulu mettre en scène son départ et donc sa continuation en tant que président du groupe Ensemble pour la République. Et d'une certaine façon, il y a une double cohabitation. Une cohabitation entre Michel Barnier, le président, et une cohabitation entre Gabriel Attal à l'Assemblée et Michel Barnier à Matignon. La politique ne sera pas une politique de suivi de la politique menée par Emmanuel Macron, ce qui aurait pu, d'une certaine façon, convaincre une partie des militants du nouveau Front populaire s'il ne fut la dimension très politicienne qu'a voulu incarner et qu'a voulu appeler de ses voeux Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, c'est ce qui vraisemblablement va éviter les 126 voix de censure du Rassemblement national. Est-ce que, rapidement, Emmanuel Dupuis, cela pourrait renforcer un parti, les Républicains, très affaibli, très divisé, cette nomination ? Forcément, de nouveau l'esprit ou l'application de la Constitution de 1958, le Premier ministre décide son gouvernement. Ce sera peut-être là aussi une manière de voir si Emmanuel Macron garde la main sur Michel Barnier ou si Michel Barnier a la bride suffisamment lâche pour décider lui-même qui fera son entrée dans le gouvernement. Je ne crois pas à la présence de membres du Rassemblement national. Ce serait antinomique avec ce qui est la réalité du bloc central qui a appelé à voter contre le Rassemblement national à l'occasion du premier et du second tour de l'élection législative. Par contre, il y aura sans doute la volonté d'aller chercher au sein des socialistes pragmatiques quelques-uns d'entre eux qui pourront rentrer dans le gouvernement. Il y aura des ministres républicains, mais il y aura surtout, et c'est ça peut-être qui sera l'objet d'une nouvelle passe d'armes avec désormais l'opposition à gauche, des ministres qui maintiendront leur position, donc d'une certaine forme de suivisme, en tout cas pour certains ministères régaliens. Dernier mot, Moustapha Tossal, il nous reste quelques secondes pour la suite, pour les scénarios possibles et plausibles pour la suite. Je confirme tout à fait l'enjeu à venir pour Michel Barnier et Emmanuel Macron. C'est un enjeu à deux. C'est celui de pouvoir former le gouvernement. Est-ce qu'il va être formé avec une touche de Michel Barnier qui vient de sauver, entre guillemets, Emmanuel Macron de cette impasse, ou bien Emmanuel Macron va maintenir son emprise sur ce gouvernement? Qu'en est-il des ministres régaliens? Est-ce qu'ils vont être nommés par Emmanuel Macron avec des ministres Renaissance, ou bien est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui vont rentrer? Et évidemment, il y a un point essentiel qui a été évoqué par Emmanuel Dupuis, c'est le duo
Macron-Barnier vont utiliser l'arme du gouvernement pour pouvoir un petit peu diviser la gauche du gouvernement, notamment les socialistes. Certains socialistes pourraient les rejoindre et rejoindre le plan du gouvernement. Et ça, s'ils arrivent à faire ça, ils auraient gagné énormément de choses en termes de mobilisation à gauche contre tous les programmes ou tous les projets qu'ils peuvent mettre devant le Parlement. Un avenir très proche nous le dira, mais en tout cas l'attente, ce qui est sûr, cette attente interminable comme l'ont décrite certaines figures de la politique française, notamment à droite, cette attente est désormais terminée. Un nouveau Premier ministre a été nommé aujourd'hui par le président Macron, Michel Barnier. On attendra bien évidemment son discours politique. Et puis on verra la suite, notamment avec ces coalitions. Beaucoup de flou qui persistent quand même sur la situation politique en France. Nous allons certainement y revenir dans le cadre de cette émission. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous, Mustapha et Emmanuel. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'Actu. Très bonne soirée à tous.